Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous dis souvent qu'en tant que pilote, il faut être un petit peu parano, cultiver une certaine anxiété, partir du principe que tout le monde veut vous tuer, afin en permanence d'essayer de maîtriser au maximum votre environnement et d'augmenter vos probabilités, vos chances de survie. Je pense que l'événement qui a eu lieu le 9 mars 2021 sur la base de Cognac, entre un PC-21 armé par du personnel de la DGA, de l'Epner, et un petit Grob 120 qui était en vol test, illustre extrêmement bien cette problématique, car le contrôle aérien a pas mal de choses à débriefer. Avant de jeter la pierre au contrôle, il est important d'expliquer également le danger du déplacement de la norme. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la base de Cognac, normalement, ils sont censés avoir 36 contrôleurs aériens. Au moment des événements, ils en avaient 27, dont 4 à l'instruction. Sachant que pour avoir une tour pleinement armée, on est sur plus d'une dizaine de personnels, vous doutez bien que l'attention RH présente dans nos forces armées dans certaines spécialités, dont notamment celle de compta, de contrôleur aérien, n'a pas été sans impact, sans influence sur cet événement. Mais également une mauvaise culture, une mauvaise empathie, si je puis dire, le fait de ne pas en permanence essayer de s'intéresser aux autres utilisateurs de la base, avec l'arrivée d'un nouvel avion, le PC-21, dont certaines pannes n'étaient tout simplement pas connues des contrôleurs aériens et encore pire, du directeur des vols, qui a une responsabilité locale de sécurité aérienne et dont la mission principale réside dans la coordination de l'activité aérienne au sens large du terme. Ce dernier ne connaissait pas le PC-21 et vous allez voir que toutes ces petites choses, mises les unes au bout des autres, eh bien elles n'ont pas amené à un accident grâce à la vigilance de notre élève pilote d'essai. Allez, jingle. Et juste avant d'attaquer cette vidéo très intéressante sur le plan des facteurs humains, sur le plan du CRM, du Crew Resource Management, je vous mets juste en dessous un lien avec un coupon AT20 pour avoir 20% de réduction sur nos cours en ligne autour de l'état d'esprit du commandant de bord. C'est en 3 grandes thématiques, Aviate, Navigate, Communicate, la base dans l'aérien, mais c'est surtout un état d'esprit et une méthodologie que vous pouvez prendre au-delà du cockpit, que vous pouvez appliquer demain dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Ça fait maintenant plusieurs années que l'on apporte cette méthodologie dans le monde de l'entreprise. Cela fonctionne, nous avons de plus en plus de travail. Si vous voulez profiter un petit peu de ce qu'on fait en entreprise, tranquillement chez vous, eh bien le lien est juste en dessous, c'est notre e-learning. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt sur la chaîne. Alors de quoi allons-nous parler? Eh bien tout simplement d'un PC-21 qui est en retour en panne vers la base de Cognac avec un équipage de la DGA essai en vol qui est en panne, qui a eu un souci moteur, pour être précis, un souci au niveau de l'hélice, de l'huile de l'hélice, qui fait donc un retour pour se poser de la manière la plus rapide possible. Et dans le circuit d'atterrissage, il y a un Grob 120. Les schémas mentaux chez les différents acteurs, que ce soit contrôleurs ou pilotes, vont ne pas s'aligner. Il y aura des soucis de communication et c'est à 25 mètres que le pilote du PC-21 va détecter le Grob 120 sur sa gauche et va faire une manœuvre d'évitement avant de se poser en toute sécurité. Tout ça se passe à Cognac. Cognac, c'est une base très connue qui a vu sa création à partir de 1938, que la Luftwaffe s'est mis à occuper entre 40 et 1944. C'est eux qui ont fabriqué 2 pistes en béton, un nœud ferroviaire également. Ils ont été bombardés le 31 décembre 1943, joyeuse année, et en partant en août 44, ils ont essayé de détruire un maximum de choses possibles sur cette base. Elle est récupérée par l'armée de l'air en 1945, qui en fait une base école, la base école 705, avant que l'école ne déménage au Maroc et que cela redevienne une base aérienne à partir de 1950, la base aérienne 135. La 33e escadre de reconnaissance s'y installe avec des F-84 Thunder Chief. En 1961, une école revient et ça redevient une base école. Et une chose une autre, à l'heure actuelle, vous avez les drones Reaper avec la 33e escadre de reconnaissance et vous avez la formation des élèves pilotes de l'armée de l'air, un petit peu de l'aéronavale également, avec du Grob 120
et du PC-21. L'école de chasse a quitté Tours et est maintenant à Cognac. Pour la petite histoire, c'est à Cognac qu'en 1973, le Convair 990 impliqué dans la collision aérienne au-dessus de Nantes s'est posé après avoir reçu autorisation des fusées vertes. Le PC-21, c'est le nouveau monomoteur à turbine de l'armée de l'air, initialement acheté en leasing, si je puis dire. Il était loué aux Suisses via des montages avec des structures, je ne sais pas l'objet de la vidéo, mais sachez que à l'heure actuelle, dans les forces armées, on externalise de plus en plus, que ce soit la formation ou également le plastronnage. Ça se fait, c'est on va dire quelque chose qui nous vient plutôt des anglo-saxons qui ont été précurseurs dans le domaine. Ça a ses avantages financiers, ça a ses inconvénients également, surtout en termes de dépendance. Toujours est-il, ce PC-21, ça fait une masse d'environ 3 tonnes 100. C'est propulsé par la fameuse turbine de Pratt & Whitney, la PT6. On est sur du 1660 chevaux. On peut s'éjecter. On a 2 sièges éjectables et c'est grosso modo une version moderne du Tucano qui était utilisé par l'armée de l'air à mon époque. Et le Tucano, c'est ancienne génération. Le PC-21, c'est nouveau, c'est le futur. Et vous avez gros avantage, c'est l'avionique qui permet de simuler une multitude de choses, donc de faire de la tactique à moindre coût avec une turbine. À bord, vous avez 2 GPS, vous avez une centrale à inertie, vous avez une précision qui est quasi inférieure à décamétrique, vous avez du poste VHF, UHF, vous avez des commandes de vol qui vont réfléchir et essayer de simuler un réacteur, donc vous n'avez pas trop de pieds à mettre. Et l'autre protagoniste, eh bien, c'est le Grob 120, qui lui aussi a des GPS, qui est un aéronef beaucoup plus léger, qui est propulsé eh bien, par un Lycoming, ce coup-ci de 260 chevaux, et en termes de masse, on est sur du 1 tonne 4 à peu près au décollage, donc ce n'est pas du tout la même chose, et pas de siège éjectable pour celui-là. C'est vraiment l'avion de base école, et qui est utilisé en France, avec une flotte externalisée chez Airbus Flight Academy Europe. On pourra revenir dessus si vous voulez. Donc d'un côté, Grob 120 mis en œuvre par les écoles de l'armée de l'air. De l'autre côté, vous avez un PC-21. Et ce PC-21, il a une mission particulière ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'EPNER, l'école des pilotes de navigation d'essai et de réception française, qui est basée à Istres, elle sert à former les pilotes d'essai et de réception, ainsi que les ingénieurs d'essai et de réception français, qui vont derrière servir notamment à la DGA ou dans des entreprises privées. Et leur objectif à l'EPNER, c'est d'avoir une compétence en développement, en qualité, en réception d'aéronefs étatiques. Vous avez différents niveaux de pilotes d'essai pour tout ce qui est l'ouverture de domaine ou pour tout ce qui est réception, s'assurer que les avions fonctionnent bien. Cette formation est exigeante, elle est basée à Istres et durant cette formation, vous avez différentes évaluations, forcément. L'évaluation intermédiaire, elle se fait traditionnellement sur la base 709, normalement sur TB30 Epsilon, mais à partir de 2019, c'est passé sur PC-21. La formation de 2021 a été annulée à cause de la Covid, et c'était donc là le 7 mars 2021, la deuxième fois seulement qu'une promotion, que des personnels de l'EPNER viennent piloter en tant que stagiaires sur PC-21. Il y avait donc 3 binômes stagiaires qui sont venus, pilotes et ingénieurs d'essai, plus 4 moniteurs. Ça vous fait 3 pilotes et un ingénieur d'essai. Ils arrivent le 8, donc la veille de l'événement, ils font un briefing météo, ils perçoivent leurs équipements de vol, ils vont apprendre la procédure d'éjection sur cet aéronef-là, et ils vont apprendre les CPUT, les consignes permanentes d'utilisation terrain. L'après-midi, ils vont passer au simulateur que j'ai pu tester quand j'ai été invité à Cognac, qui est très sympa. Si vous me demandez où est la vidéo, eh bien c'est Pilatus qui a interdit la diffusion de la vidéo. L'armée de l'air était d'accord, mais pas Pilatus. Toujours est-il, derrière, il y a le premier vol qui est prévu pour le 9. Notre stagiaire, il va faire son baptême de l'air sur PC-21 et il va être évalué sur sa capacité à tester les qualités de vol et les performances du PC-21. Il décolle, il est 11h30. Or, rapidement, il arrive sur zone, il sort le train et doit faire un décrochage en configuration atterrissage. Problème, il fait un dépassement de facteur de charge négatif. Donc, quand on pousse sur le manche, c'est trop violent. On sort donc dans l'enveloppe et il faut revenir au terrain pour une inspection. L'avion est sorti du domaine de vol normal, donc interruption de vol, retour. Ça pose, ça rebriefe, ça reprépare, redécollage, 14h54 pour refaire la mission. Ils vont aller dans le secteur 10 et donc décoller et monter au niveau 150, 15 000 pieds.
Vous avez le roulage, vous avez le décollage avec la fréquence vigie, et ensuite vous passez sur le contrôleur de montée, sur le poste, sur la fréquence 20 rouge. Une fois qu'ils arrivent dans la zone, ils font une mise d'eau pour s'assurer qu'il n'y ait aucun objet non accroché dans la cabine. Quelque chose que vous vérifiez avant de faire des évolutions. Ça peut éviter d'avoir un iPad qui se met dans les panonniers. On en a parlé sur le Chinook. Donc, au moment où ils font cette mise d'eau pour s'assurer que tout est bien, même que leurs bretelles sont bien attachées, les inguinales, tout ça, ils ont, avant de se mettre en vrille, l'apparition d'un voyant chip propre. Alors, chip, c'est quand il y a des morceaux. C'est une détection anormale de particules métalliques dans le circuit d'huile du réducteur d'hélice. Donc, vous avez le moteur, vous avez l'hélice, il y a un réducteur au niveau de l'hélice, et là, eh bien, il y a des morceaux d'huile, et quand il y a cette détection de morceaux d'huile, souvent on dit, l'expression classique, c'est que votre moteur, votre système est en train de s'envoyer en l'air. Il y a des morceaux, il est en train de s'auto-manger. Donc là, il faut interrompre le vol, il faut minimiser les mouvements au niveau de l'hélice, il faut donc faire un retour vers le terrain. Donc l'équipage, il sort la checklist, ils font un pan, et ils décident de revenir pour une longue finale. À partir de là, tout va bien. Ils décident également à parler au directeur des vols, qui est expérimenté normalement sur la machine, et ils rendent compte simplement au contrôle aérien. Le contrôleur de montée, avec qui ils sont encore en fréquence, leur dit « Ok, pas de souci, passez 7400 », qui est une fréquence pour le transpondeur qu'on utilise généralement quand on fait de la permanence opérationnelle. Et là, il se rend compte de son erreur et il dit passer 7700. Quand on passe 7700, ça irradie, ça fait sonner tous les postes de contrôle. Et pour les contrôleurs de Cognac, ça veut dire que des gens vont les appeler pour savoir ce qui se passe. Le PC-21 a une distance altitude telle qu'il peut revenir en planée vers Cognac. Il va donc décider de faire un profil de vol le plus précis possible pour venir, sans toucher et sans solliciter son hélice ou son moteur, se poser à Cognac en toute sécurité. Le directeur des vols n'est pas qualifié sur PC-21, il le transfère donc vers le SV, la personne en charge de la sécurité des vols de car à ce moment-là sur PC-21, qui échange avec l'équipage sur la fréquence UHF. Le directeur des vols est en dehors de la boucle car le SV est situé dans l'escadron directement et non pas dans la tour de contrôle. Alors là, je pense qu'il est important de regarder un petit peu l'organisation d'un point de vue contrôle aérien. Vous avez, sur la base de Cognac, l'ESCA, l'escadron des services de la circulation aérienne. Vous avez un chef de contrôle qui est le chef de car, c'est un contrôleur, et il a tout le personnel d'expérience. On est sur un chef de car qui a 50 ans, le CSV, le chef de la section vigie, donc à la tour, lui, il a 52 ans. Le CSA, c'est le contrôleur air-sol qui gère la tour, lui, il a 50 ans. Ensuite, on a le contrôleur de montée, 35 ans. Et le CAS, qui est le contrôleur air-sol, lui, il a 32 ans. Donc tout ce petit personnel, ça a beaucoup d'expérience. À quoi ça ressemble? Vous avez donc le chef de car, comme vous pouvez le voir, on a la section vigie, donc en gros la tour, avec le chef de section vigie qui a du recul, le contrôleur air-sol qui gère tout ce qui est autorisation de décollage, et le contrôleur sol pour le roulage. À côté de ça, dans un autre endroit, vous avez l'approche. Sous les ordres du chef de section approche, donc le chef de car est généralement là. Vous avez le contrôleur recueil pour les retours, contrôleur montée est pour les départs vers l'est, contrôleur montée ouest pour les départs vers l'ouest, mais ce jour-là, c'est un seul contrôleur qui gère les deux, donc 8 aéronefs. L'assistant montée pour l'aider et gérer, lui dire, de prévenir quand ça va arriver. Le contrôleur descente pour les retours et le contrôleur final s'il y a des approches à faire. Donc vous voyez tout ce petit monde, ça vous fait plus d'une dizaine de personnes. Or là, ils sont pressurisé d'un point de vue RH et on a le minimum de chez minimum, ce qui va avoir son impact car dès que vous avez le téléphone qui sonne, les personnes comme le chef de car ou le chef de section approche qui sont censés avoir du recul, ils vont devoir prendre le micro, ils vont devoir prendre le téléphone, ils vont devoir aider pour soulager leur personnel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand tout va bien, vous avez l'impression, si vous visitez une tour comme ça ou une section approche, qu'il y a trop de personnel. Dès que les choses ne vont plus comme prévu, rapidement, vous vous rendez compte que cette redondance, que cette profondeur RH a toute sa nécessité, un petit peu comme l'autre jour, là, j'étais sur une plage dans le sud-ouest et il y a eu un banc de méduses qui est arrivé et c'était une zone surveillée et vous avez d'un coup une multitude d'enfants qui étaient en cours de surf qui se retrouvent piqués. Moi je suis retrouvé à porter une gamine et l'amener au sauveteur et le point intéressant c'est que les sauveteurs, vous avez l'impression qu'il y a énormément de staff et c'est à Osgore pour tout vous dire, il y a beaucoup de monde, mais rapidement quand vous avez une quinzaine de jeunes qui débarquent
avec des piqûres de partout qu'il faut gérer, vous vous rendez compte eh bien que hop, en situation de crise, ce n'est pas la situation en temps normal. La profondeur RH fait toute la différence. Et ce que les sauveteurs ont fait, ils ont bien fait, c'est appeler les pompiers pour avoir du renfort ce jour-là. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que la situation dégradée de crise, dans ces fonctions-là, la charge de travail n'a rien à voir et elle augmente de manière quasi exponentielle. Et à ce moment-là, il faut garder du personnel qui a du recul pour s'assurer que les gens ne tunnelisent pas, pour s'assurer que les liaisons et les informations vitales sont bien communiquées d'un côté à l'autre. Et si vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas prendre du recul, vous avez une multitude de ruptures de tâches, alors, comme le dit le BEAD, c'est accidentogène. Et on va voir, ça aurait pu payer ce jour-là. Donc là, nous avons notre PC21 qui a passé 77.0, qui est avec le contrôleur de montée. Il n'y en a qu'un seul ce jour-là, et qui va demander à maintenir la fréquence avec le contrôleur de montée. Il va donc faire toute cette trajectoire retour avec le contrôleur de montée sans pouvoir avoir la conscience de la situation construite grâce à l'écoute, par exemple, de ce qui se passe dans le circuit. Le pilote est persuadé d'avoir la priorité, car il est en 77.00, il s'est déclaré en panne, et donc le contrôleur aérien, normalement, leur travail, c'est de dégager tout le monde, et lui n'a plus qu'à gérer sa trajectoire pour aller se poser. Normalement, tout le monde doit dégager, doit être poussé. Personne ne doit même se poser sur la piste, généralement, pour pouvoir laisser l'avion en sécurité avoir la priorité. Pendant ce temps-là, nous avons un Grob 120 qui lui a décollé plus d'une heure avant notre PC-21. Il a décollé à 13h46 et il va faire de la voltige, il va faire un vol test. Son pilote est un jeune élève pilote qui a 92 heures de vol, 18 heures sur Grob, et il est accompagné par un instructeur de 44 ans, officier de sécurité des vols, instructeur qui est transporteur à la base, qui a 3250 heures de vol, dont 820 sur Grob. Pendant leur vol, après la voltige, ils ont fait des pannes moteurs simulées, ils ont fait un déroutement simulé sur Angoulême, il y avait beaucoup de trafic, ils ont juste fait la verticale avant de revenir pour rentrer dans le circuit et faire des tours de piste avec panne simulée, que ce soit au posé ou au redécollage. Là, ils ont fait des touch and go et ils s'apprêtent à faire leur dernier posé, ce qu'on appelle un complet. Le contrôle de la vigie, le contrôle air-sol, donc la tour, il leur annonce qu'il y a une patrouille de PC-21 qui est en panne et qui est en retour derrière eux. Le Grob 120 vire en étape de base et se prépare à venir se poser quand on lui dit qu'il va sûrement devoir faire une remise des gaz. Et au moment où on lui annonce de faire la remise des gaz, le PC-21 est juste à côté. Le Grob 120 ne l'a pas cherché car de toute façon au niveau du cap c'était difficile de le voir, mais en plus il était persuadé qu'il était derrière. Et le contrôleur air-sol était persuadé que le PC-21 n'allait pas venir faire la trajectoire qu'il a faite, mais allait venir se présenter vertical la piste à ce qu'ils appellent le point clé haut. Le point clé haut, c'est un point vertical de la piste à 3000 pieds où les pilotes de PC-21 viennent généralement faire un déroulé posé pour simuler la panne moteur. Si vous arrivez vertical 3000 pieds, vous pouvez poser votre avion en toute sécurité, moteur coupé. Il est donc dans les procédures des PC-21 de Cognac, de venir chercher soit une longue finale établie à plusieurs nautiques bien stables, soit ce point clé haut vertical. Or, ce jour-là, notre équipage du PC-21, qui n'est pas familier avec ces procédures-là, a fait entre les deux. Il a fait une trajectoire qui pourrait être perçue comme venant chercher un point clé haut, mais en fait, il s'est fait une courte finale plutôt qu'une longue finale comme annoncé précédemment. Rien ne l'empêchait de le faire, c'est cohérent. Personnellement, je pense que j'aurais fait la même chose. Mais cela crée un doute dans l'esprit des gens et cela est venu appuyer sur des biais d'habitude. Le biais d'habitude, c'est quand vous êtes habitué à ce que les gens fassent toujours comme ça. Et comme ils sont habitués à voir les PC-21 faire ça, et comme plus tôt dans la journée, des PC-21 sont venus chercher le point clé haut 3000 pieds vertical pour s'entraîner à faire leur déroulé, comme en plus, récemment, les contrôleurs avaient eu un briefing de la part d'un pilote de PC-21 sur le fait qu'il ferait des points clé haut ou des longues finales en cas de retour en panne réelle, les cerveaux dans la vigie se sont dit, le pilote du PC-21, vu la dernière information radar qu'on a eue où il était à 5000 pieds et proche du terrain, va venir chercher son point clé haut et faire un déroulé posé. Donc nous avons le temps de laisser le Grob 120 venir s'aligner avant de lui ordonner sa remise des gaz. Patatras, le PC-21 a poussé sur le manche, s'est rapproché et a fait un circuit court un peu de chasseur. Et les deux avions se sont retrouvés conflictuels. Le contrôleur de montée, de son côté, avait bien conscience que le pilote allait se présenter. Il avait conscience que le pilote ne venait pas chercher le point clé haut. Et c'est justement là que c'est très intéressant. Il y a eu un problème de compréhension entre le plan d'action du pilote, la représentation que s'en faisait plutôt à raison le contrôleur de montée
et la compréhension du contrôleur air-sol de la vigie qui n'a pas vraiment compris le plan du pilote et n'a pas compris le degré d'urgence de sa panne. À bord du PC-21, vous avez un équipage expérimenté. Le commandant de bord a 41 ans, 3920 heures de vol, 43 heures sur Pilatus, et il a fait en échange l'école des pilotes d'essai de la marine américaine. Le pilote, 33 ans, chef de patrouille dans l'armée de l'air, 1800 heures de vol, dont 1h30 sur PC-21, est en examen, donne le meilleur de lui-même et est très carré. Leur PC-21 est assez neuf, il a 1024 heures de vol, c'est le numéro 309. Ils ont décollé avec 545 kg de pétrole, là ils ont 360. Et le moteur d'origine, il a autant d'heures que l'avion. Le Grob 120, lui, comme on disait appartient à Airbus, 6454 heures de vol, son moteur a 5351 heures et il avait 190 litres au décollage, maintenant une centaine de litres. Au moment où le PC-21 vire par la gauche pour s'aligner, il était à une sorte de base éloignée. Il dit au contrôleur de montée qu'il a visuel sur le terrain. Le contrôleur de montée lui dit qu'il peut contacter le contrôleur air-sol, donc la tour, la vigie sur la même fréquence. Et c'est pile poil à ce moment, changement de fréquence, dernier virage, que tout arrive et que vous avez ce croisement. Le pilote du PC-21 échange avec la tour, évite le Grob et se pose. J'ai ouï dire qu'il était assez énervé après coup, ceci dit. Maintenant, si le pilote de Leitner vous donne l'impression d'avoir trop fait confiance au contrôle aérien, il faut également comprendre les biais d'habitude pour l'équipage. Quand on fait des essais en vol, vous avez un contrôleur dédié. Ce contrôleur dédié ne gère que votre aéronef et il vient assister au briefing afin de bien comprendre votre feuille d'essai, ce que vous allez faire et vous aider au maximum. Il fait partie de l'équipe et la confiance est très forte. Quand vous faites des essais en vol, vous êtes donc habitué à avoir d'excellents contrôleurs d'essais, qui est d'ailleurs une qualification à part. Le fait d'avoir un contrôleur qui assiste au briefing vous permet d'avoir un contrôleur qui a la conscience de la situation de votre plan d'action en cas classique, mais également en cas non conforme, ce qui vous amène à moins communiquer en cas de crise, puisque vous savez qu'il a assisté au briefing, et comme on aime bien faire dans l'aviation, c'est as fragged, c'est comme briefé, on va pas en reparler s'il n'y a pas besoin de parler, parce que ça ne peut que créer de l'entropie. De manière générale, dans l'aviation de chasse, nous n'aimons pas parler quand ce n'est pas absolument nécessaire. C'est pour ça qu'on a toutes ces procédures en amont. Et là, on est vraiment dans un cas particulier qui est que normalement, avec un aéronef en panne, on doit, le contrôle aérien, pousser tous les autres aéronefs pour laisser l'aéronef en priorité passer devant tout le monde. Au final, cet événement aéronautique est très très riche d'enseignements. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de casse matérielle, mais ça serait très dommage de juste se poser et se dire « posé, pas cassé, vivant, on ne débriefe pas, nous n'apprenons pas de ces événements-là ». Et c'est ça toute la spécificité de l'état d'esprit de l'aéronautique. Vous voyez, on est là 2 ans après, 2 ans et demi après à en parler, à profiter de leur retour d'expérience alors qu'il n'y a eu aucun événement vraiment grave, qu'il n'y a eu aucune casse matérielle, aucun dégât. Posez-vous la question dans votre industrie. Est-ce que si dans une mission, dans un projet, les choses ne se passaient pas comme prévu, mais que, in fine, posé, pas cassé, mission effectuée pour tout le monde, est-ce que vous preniez le temps de faire un compte-rendu d'enquête, de partager, de mettre votre ego de côté et d'essayer d'apprendre? C'est ça la force du débriefing, c'est ça la force de l'aviation. C'est pour ça que notre industrie s'est transformée et la culture juste est très importante également pour dépénaliser l'erreur lorsqu'elle est en adéquation avec votre niveau d'expérience et votre niveau de formation. Là, ce qui en ressort, c'est un choc des cultures. Un choc des cultures entre ce qui se fait dans cette école de pilotage et ce que peuvent faire les pilotes d'essai ou des pilotes opérationnels. C'est quelque chose que j'ai connu également en tant que pilote opérationnel quand on vient sur une base école. La base école est habituée à tourner d'une certaine manière. Avec ses procédures, ce n'est pas ce qu'on fait dans la vraie vie, si je puis dire des fois. Donc vous avez une différence culturelle qu'il faut prendre en compte et ne pas partir du principe que vous revenez sur la base avec vos procédures habituelles. Là, vous interagissez avec des gens qui ont une culture différente, ce qui peut créer des problèmes de communication, de partage, de champ, de plan d'action. Deuxième point, c'est la conscience de la situation. La conscience de la situation est quelque chose qu'il faut rechercher en permanence en tant que pilote ou en tant que contrôleur, même en tant que professionnel tout court. C'est réussir à retirer les œillères, à voir ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe. Et là, clairement, au niveau des contrôleurs aériens, cette conscience de la situation n'était pas bien présente, mais surtout, elle n'était pas partagée. Chacun pensait avoir conscience de la situation, mais avait une fausse représentation de celle des autres. Une fois que vous avez une bonne conscience de la situation, pour l'augmenter encore plus, il faut réussir
à prendre conscience de la situation de vos camarades ou de vos collègues. Et c'est là où se trouve le nec plus ultra de la essai, comme on dit, et c'est ce qu'un pilote de chasse, chef de patrouille, essaye d'acquérir permanence, comprendre ce que les autres comprennent, de manière à s'assurer que c'est bien aligné dans la bonne direction, et donc que la somme des efforts individuels va être augmentée par rapport à un individu qui se bat tout seul dans son coin. Autre point, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous sentez qu'il y a un flottement ou autre, il ne faut pas hésiter à clarifier la situation, à partager votre plan d'action, votre essai, à briefer tout simplement. L'importance du partage du schéma mental, l'importance du briefing, de la préactivation mentale. Attention aux biais de confirmation, attention aux biais d'habitude, attention également au changement de fréquence. Le changement de fréquence, il va avoir pour objectif, l'absence de changement de fréquence va avoir pour objectif de réduire la charge de travail pour l'équipage incriminé dans l'avion en panne. Néanmoins, si vous faites face à un contrôle aérien qui subit une forte charge de travail et qui en plus subit de fortes tensions RH, peut-être qu'il serait plus opportun de changer de fréquence. Ce n'est pas le temps que ça vous prend vous en tant que pilote pour permettre aux contrôleurs aériens de rester dans un cas pour lequel ils sont plus entraînés, un cas plus facile, leur faciliter la vie. Normalement dans l'aviation, ce n'est pas ce que vous voulez. C'est le pilote qui doit avoir la vie la plus simplifiée possible. Au vu des tensions RH présentes dans l'armée de l'air sur ces postes de contrôle aérien, mais également dans l'aviation civile, je pense que la question doit se poser. Si vous avez une panne, que vous avez le temps, la trajectoire est simple, la gestion de la panne dans le PC-21 n'était pas très complexe. Ça peut valoir le coup de changer de fréquence parce que vous savez que vous êtes sur un terrain qui est un des terrains où il y a le plus d'activité de l'armée de l'air. Les terrains écoles, il y a beaucoup de densité de trafic. En plus, vous n'êtes pas très familier avec le terrain. Passer sur la fréquence de la vigie pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Je vous rappelle que dans l'aviation, on voit également avec ses oreilles et qu'on entend ce qu'on attend. Donc il faut faire très attention à ça. Allez chercher de la SS supplémentaire en mettant votre fréquence sur la fréquence où il se passe les choses, où les autres aéronefs peuvent vous permettre de vous construire une bonne conscience de la situation. Autre point également qui ressort, c'est l'absence de TICAS, de systèmes qui vous permettent de savoir où se trouvent les autres aéronefs sur les petits avions. On en a déjà parlé. Il y a des applications qui existent pour essayer de réduire ça, mais à l'heure actuelle, les petits avions ne se voient pas forcément les uns les autres, n'ont pas de système embarqué pour se voir les uns les autres. C'est plus avancé dans les planeurs. Ce n'est pas le cas dans les petits avions. Il y a encore énormément de sécurité qu'on pourrait augmenter, améliorer en rendant ces petites TICAS indispensables, nécessaires, obligatoires dans l'aviation légère, même si ça a un coût. Le dernier point, si vous rentrez, je vous mets le lien en dessous dans le compte rendu, vous verrez qu'il y avait pas mal de changements, de coupures d'activité pour les contrôleurs aériens à cause de coups de fil qui leur arrivaient de l'extérieur à cause du 7700 au niveau du transpondeur. La gestion des priorités, c'est une nécessité absolue dans le cockpit. En cas de panne, c'est Aviate, Navigate, Communicate. Je gère mon avion, ma trajectoire, et avant de communiquer. C'est pareil pour un être humain, c'est pareil pour le pilote. C'est ce que j'explique dans mon livre Au-delà du cockpit, qui est articulé autour de Aviate, Navigate, Communicate. C'est même quand vous êtes au-delà du cockpit, même que vous êtes dans votre section approche, même que vous êtes aux commandes de votre voiture ou en train de gérer un projet au travail. Aviate, c'est prendre du recul, gérer son stress, gérer son état d'esprit, gérer sa charge mentale. Avant de partir sur Navigate, c'est quoi l'objectif? Du macro vers le micro, donc ma prochaine étape. Et ensuite, après, on communique. La gestion des priorités est primordiale. Si vous êtes en train de gérer un avion en retour en panne, répondre au téléphone pour le SIV ou autre n'est pas du tout quelque chose qui va créer de la valeur, qui va être important. Surtout si vous avez un souci RH, il faut aller vers les priorités et ça, il faut y avoir réfléchi en amont parce que le jour où ça arrive, votre cerveau, il se réduit, votre charge de travail, elle augmente, votre capacité à prendre du recul, elle diminue. Pour le contrôleur de montée, c'était seulement sa deuxième emergency de sa carrière. Et donc, croire que vous allez rise to your level of expectation, comme on dit en Amérique du Nord, est faux. Vous allez fall back, vous allez retomber à votre niveau d'entraînement. Et donc, l'entraînement, c'est lié directement à la préparation mentale. Il faut s'imaginer dans ces situations d'urgence en amont pour augmenter votre capacité de prise de recul, votre capacité à prendre de la conscience de la situation et donc à impacter les événements de la manière la plus efficiente possible. En définitive, s'il y avait une chose à retenir de cet accident évité en PC-21, c'est mettez toujours toutes les chances de votre côté et si vous ne venez pas tout juste de briefer quelque chose à quelqu'un et qu'il ne vous l'a pas
acknowledgé, qu'il ne vous l'a pas readbacké, qu'il ne vous l'a pas collationné, vous n'avez aucun moyen de savoir le schéma mental d'un autre intervenant. Et à partir de là, comme on l'a vu, il est possible d'avoir 3-4 équipes qui travaillent en parallèle, qui ne sont pas du tout alignées à la même chose, et ça peut s'avérer fatal. Assurez-vous toujours que vos attentions sont parfaitement comprises par les intervenants. N'hésitez pas à rebriefer dès que la charge de travail vous le permet, mais jamais au prix de mettre la communication avant l'Aviate ou avant le Navigate. J'espère que ce retour d'expérience vous sera profitable. Encore une fois, merci au bureau enquête analyse étatique de nous partager ces rétex. Ça sauve des vies, tout simplement. Et j'espère que vous appréciez ce type de rétex parce qu'ils sont précieux. Et même s'il n'y a pas mort d'homme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément à apprendre. Allez, fly safe.